Et on se retrouve pour la 4e interview de la semaine. On est vraiment sur un marathon d'interviews cette semaine. Et pour cette 4e interview, je suis encore une fois allée chercher une entrepreneuse byzantine qui a elle aussi un parcours assez incroyable. Donc j'ai hâte de vous le présenter aujourd'hui. Salut Julie. Salut Alexane. Ça va ? Oui, très bien. Je suis contente d'être là. Mais moi aussi, je suis vraiment contente que tu sois là. Julie, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc... Qui es-tu ? C'est une vaste question. Je m'appelle Julie, je suis rédactrice web et SEO, donc j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus d'1 an. Qui s'appelle Cosmos Rédaction. Voilà, merci Alexane. J'aide les entrepreneurs, les entrepreneuses à être plus visibles en ligne grâce à leur contenu. Donc je rédige des sites internet, des articles de blog, des newsletters, dans le but d'aider mes clients à attirer leurs clients. Avant de monter Cosmos Rédaction, quel est ton parcours ? Comment t'en es arrivée là ? Alors C'est un peu le sujet du jour quand même. Oui. Je travaillais dans les ressources humaines. Ok. Donc rien à voir. T'as fait tes études dans ce milieu-là ? Ouais. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises et j'ai poursuivi en licence RH, master RH. Ok. C'était vraiment ton ambition de base ? Enfin, t'as toujours su que tu voulais faire un peu dans les RH ou c'était vraiment je teste ? Alors, pas du tout. J'étais vraiment le profil type de personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie, donc qui a essayé d'être généraliste jusqu'au bout. Donc mon DUT en gestion, j'avais du marketing, des RH, etc. J'ai fait le même DUT que toi, je vois totalement. Ah, c'est ça, ok. Donc voilà, j'ai fait le DUT, du coup. Et j'ai fait un stage en RH, en fait. Ok. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas. Mais c'était pas non plus une vocation, quoi. Mais je me suis dit, pourquoi pas, le stage m'a plu et c'est comme ça que j'ai continué dans cette voie-là après. Ok. En fait. T'as continué dans la même entreprise que dans laquelle t'étais en stage ou pas nécessairement ? Non, pas la même entreprise dans laquelle j'étais en stage, mais celle dans laquelle j'étais en alternance. Okay. Parce que j'ai fait ma licence et mon master en alternance. Ok. Et du coup, j'ai été embauchée en CDI à l'issue de mon alternance. Donc voilà. Ok. Et comment ça se passe du coup, la RH, ton début du coup de salariat ? Écoute, plutôt bien. Je travaillais essentiellement dans le recrutement et la formation, donc qui sont des domaines RH plutôt fun, je trouve. C'était pas la paye ou le genre de truc, moi, qui ne m'attirait pas du tout. Donc ça se passe plutôt bien, je me sens bien dans mon entreprise, j'aime bien ce que je fais. Ça m'aide à sortir aussi un peu de ma zone de confort parce que je passe beaucoup de temps à appeler des gens au téléphone, à échanger avec des candidats. T'aimais pas trop cette partie-là ? Non, j'avais vraiment genre la grosse phobie du téléphone, quoi. Ok, plutôt introvertie. Ouais, plutôt. Ok. Donc voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais globalement, je kiffe ce que je fais, j'aime bien mon travail, enfin voilà. Pendant un long moment, ça se passe bien. Pendant combien de temps ça se passe bien ? À partir du moment où je suis en CDI, quoi, pendant 1 an, ça se passe bien. Ensuite, c'est plus compliqué. Ça veut dire quoi ? C'est plus compliqué. Raconte. Il y a beaucoup de choses. La fonction RH, c'est un peu connu des personnes qui travaillent en RH, mais c'est souvent assez intense. On avait une très importante charge de travail, avec un gros turnover du coup dans l'équipe. Donc on était un petit service RH, mais on va dire sur les 5 ans où j'ai été là-bas, mes 3 ans d'alternance et mes 2 ans de CDI, j'ai vu passer, je sais pas, peut-être 6-7 personnes pour un service de 6-7 personnes. Ah oui, ok. Pas une très grande stabilité à ce niveau-là. Et j'ai eu des soucis avec une de mes collègues, et c'est ça qui a un peu fait exploser tout le truc. Ok. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu les dessous aussi de ce que tu vis à ce moment-là ? Oui. Par où commencer ? En fait, disons pour être simple que une collègue avec qui je travaillais, avec qui ça se passait plutôt bien, à partir du moment où j'ai été embauchée en CDI, m'a un peu prise en grippe. Ok. Oui, puisque tu étais en alternance, tu deviens salariée. Ouais. Et c'était une collègue qui était du même niveau, j'ai envie de dire, ou... C'est une très bonne question parce que je pense que ça a joué. C'était pas ma chef, elle avait pas de lien hiérarchique avec moi. Okay. Pour autant, c'était à elle que je devais faire valider l'essentiel de mon travail. Donc, on n'avait pas de lien hiérarchique, et à la fois, mais j'avais besoin d'elle en fait pour travailler parce que c'est elle qui validait mes recrutements, etc. Donc, okay. Moi, à partir du moment où j'ai été en CDI, j'ai eu envie d'être un peu force de proposition, de pouvoir essayer d'améliorer d'apporter ta pierre à l'édifice, choses, quoi. Voilà, ce qu'on m'encourageait vraiment à faire quand j'étais en alternance, donc j'ai voulu continuer dans cette voie-là. Et je me suis pris vraiment un gros stop par cette personne avec qui je m'entendais bien avant, et
ça s'est vraiment dégradé, c'est-à-dire que j'avais besoin d'elle, vraiment, j'avais besoin de lui parler tous les jours, littéralement. C'était notamment en période Covid, donc on était beaucoup en télétravail. Quand je l'appelais, elle me répondait pas, alors qu'elle répondait à mes collègues. D'accord. Quand on était face à des partenaires, elle avait tendance à s'approprier ce que je faisais, s'approprier mon travail, ou alors carrément dénigrer mon travail en disant « Ah bah oui, sur ce truc-là, on n'a pas bien fait, j'en parlerai à Julie. » Enfin, c'est vraiment des petites choses qui se sont accumulées pendant une année jusqu'au moment où... Ah oui, 1 an quand même. Ouais. Et il y a eu un point de non-retour, du coup. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus que tout ce qu'il y avait, ou c'est juste la coupe était pleine et... Il y a ce truc de la coupe était pleine, et en fait, j'ai essayé d'échanger avec cette personne. Je suis allée lui demander, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose... Enfin, avant, on s'entendait bien, ça se passait bien. Là, je vois bien que ça ne va plus. Et en fait, elle a refusé de me dire pourquoi elle avait un problème avec moi. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me dérange, mais j'ai pas envie de t'en parler. Super, c'est très constructif. Vraiment. Donc il y a eu cette étape-là, j'ai décidé d'en parler au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, à ma responsable hiérarchique, du coup, en lui disant, là, on peut pas travailler comme ça. Enfin, dès que j'allais la voir, elle levait les yeux au ciel, ou elle me répondait pas, ou enfin, je n'arrivais plus à faire mon travail, j'avais la boule au ventre le matin. Et en fait, je me suis mariée en 2021. En juillet 2021, et mon objectif, c'était de rester là-bas jusqu'à mon mariage, parce que ça faisait beaucoup de choses à penser, et c'était pas le moment pour moi de changer de voie professionnelle. Et donc, en fait, j'en ai parlé à ma responsable peu de temps avant mon mariage. Elle ne m'a pas vraiment soutenue sur la question. Ok. Et du coup, quand je suis revenue de mes vacances chouettes après le mariage, etc., j'ai dit terminé. C'est mort, quoi. J'ai demandé une rupture conventionnelle, qui m'a bien entendu obtenue été refusée. Ah, j'allais dire, j'attendais la suite. Ok. Non, parce que on voulait pas que je parte. Donc c'était pas la politique de la maison d'accepter les ruptures conventionnelles. Alors tu vois, Delphine, sur l'interview hier, m'a dit exactement la même chose. Ouais. Il y a eu un refus de rupture conventionnelle. Et comme je lui ai dit, je ne comprends pas qu'on essaie de pousser des gens à rester qui à un moment ne se sentent plus à leur place, puisque de toute façon c'est contre-productif. Mais je ne vais pas refaire le sujet d'hier. T'écouteras l'épisode avec Delphine. Mais c'est classique en fait. Enfin, pour avoir été en RH, surtout dans cette entreprise, je savais très bien qu'on me la refuserait, mais j'aurais été idiote de ne pas poser la question. D'ailleurs, j'en profite pour en parler quand même, parce que ça peut aider. Moi, ça m'a aidé. Alors, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat tout de suite, puisque j'ai lancé ma première entreprise à 21 ans. Ceci dit, j'étais en alternance dans une entreprise dans laquelle ça se passait pas très bien. Et quand tu es en alternance, tu es comme salarié. Donc, c'est-à-dire tu peux prétendre quand même à des droits chômage, etc. Et je voulais partir aussi pour créer mon entreprise. Mon projet était clair. J'en avais parlé à mon employeur qui n'était pas d'accord non plus de me laisser partir, qui m'a refusé la rupture conventionnelle. Sauf que clairement, sans rupture conventionnelle, à 21 ans, j'avais aucune économie, je n'avais aucune possibilité de lancer ma boîte. Donc je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Et j'ai fait appel à un médiateur. Alors je ne sais plus par quelle structure je suis passée, mais on peut trouver ça assez facilement par la direction du travail. Non, comment on dit ? L'inspection du travail ? Oui, par l'inspection du travail, exactement. On peut trouver des informations assez facilement. Je sais pas, c'est pas la directe. Ah oui, c'est ça ? Oui, ouais. Oui, c'est possible. Et du coup, j'avais eu un médiateur à disposition, et du coup, j'avais eu rendez-vous avec mon employeur, le médiateur, et donc moi, évidemment. Okay. Et du coup, dans ce contexte-là, parce qu'en plus il y avait eu 2-3 petits trucs que c'était pas super bien passé et tout ça, donc j'en avais profité à ce moment-là pour placer les choses aussi, parce que j'avais eu un rendez-vous en amont avec le médiateur où je lui avais expliqué toute la situation, et donc avec le poids du médiateur, l'employeur a accepté la rupture conventionnelle. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée, parce que toute seule, j'avais pas les armes en fait pour me défendre. On m'a juste dit non, alors que là vraiment ça avait été d'un beau soutien. Et d'ailleurs les médiateurs, j'en fais encore une petite aparté, ça peut être très utile dans un sens comme dans l'autre, parce que pour les auditeurs qui auraient déjà écouté des anciens épisodes de podcast, toi je sais que tu es au courant, mais j'ai déjà eu des soucis avec une salariée en l'occurrence, à qui j'ai proposé une rupture conventionnelle parce que la situation se passait plutôt mal, et là aussi on a eu un médiateur pour nous aider à trouver un terrain d'entente. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi parfois à s'appuyer d'autres personnes, une personne tierce,
qui aide à faire ce chemin-là et à remettre un peu d'égalité, en fait, je dirais, dans la relation. Ça, des fois, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, pour la petite aparté, puisque s'il y en a qui nous écoutent et qui vivent ce genre de situation, ça peut quand même être intéressant de le savoir. C'est hyper intéressant. Malgré tout, c'est refusé. Ouais, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je demande cette rupture conventionnelle à ma responsable, elle me dit pas non tout de suite. Elle me dit on n'a pas envie que tu t'en ailles, en gros, tu pourrais évoluer de telle manière dans le service. On essaye de me rattraper. Mais elle me dit je vais quand même présenter ta rupture conventionnelle au comité de direction. Parce que, grosse entreprise, donc plusieurs strates donc de validation. Même pas de contact. Voilà. Et puis ensuite, on verra. Parce que moi, au moment où je demande ma rupture conventionnelle, ça fait 1 an que vraiment, je vis un enfer, que j'angoisse d'aller au travail. Et qu'en fait, la collègue avec qui j'ai ces difficultés, elle est toujours là et elle compte pas partir. Et donc, j'apprends 2 jours après avoir envoyé ma demande de rupture conventionnelle que cette même collègue a envoyé sa rupture conventionnelle aussi, sa demande en tout cas. Ils acceptent la sienne et pas la mienne. Mais c'est complètement dingue. Ouais, parce que... Sous quel motif ? Ils ont pas à se justifier. L'employeur et le salarié doivent se mettre d'accord en fait pour une rupture conventionnelle. Donc, sur le papier, ils n'ont pas besoin de me donner une raison, mais la raison, c'est que, en gros, cette personne-là, c'était connu qu'il commençait à y avoir des soucis, donc... Ils avaient tout intérêt à ce qu'elle s'en aille. C'est ça. Et pas moi. Donc là, pour le coup... donc en fait, ils essaient d'une façon ou d'une autre de te rattraper en disant on enlève l'élément perturbateur. C'est ça. Et puis, alors, du coup, quand j'apprends ça, on me dit mais c'est bon, t'as plus aucune raison de t'en aller. Et moi, ça fait 1 an que je suis en détresse et que je vous le dis, en fait. Ouais. Vous m'avez pas soutenue. Et vous m'avez pas écouté, donc moi, c'est fini. J'ai plus confiance, je veux plus m'investir dans cette entreprise. C'est mort, quoi. Ok. Et alors, comment on en vient, comment se passe la suite, en fait ? Parce que comment on en vient à se dire, finalement, je vais créer mon entreprise et finalement, je vais me reconvertir et me lancer dans la rédaction SEO, etc. Parce que là, pour le coup, on fait quand même un pas énorme. Comment ça se passe, tout ça ? Est-ce que le projet avait mûri, tu vois, pendant cette période-là ou... Dis-nous tout. Oui, j'avais plusieurs mois de préavis, donc le projet a quand même mûri pendant ce temps-là. La question était soit je trouve un autre emploi salarié en RH, sauf que, comme je le disais au début, en dehors de ce souci que j'ai eu, il y avait quand même dans les services RH une grosse charge de travail, souvent une position délicate entre la direction, les salariés, avec des décisions à porter avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, et je savais pas trop si j'avais envie de me relancer là-dedans. Donc j'ai fait un peu mon propre bilan de compétences en mode qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire ? Et moi, j'ai toujours voulu être plutôt dans le côté littéraire. Quand j'étais toute petite, je voulais être écrivain. Ensuite, j'ai voulu être journaliste. Ok. Et alors, désolée pour les personnes qui ont suivi cette filière, mais on me décourageait de faire la filière L, donc en gros la filière littéraire, en me disant « mais t'as des bons résultats, qu'est-ce que tu vas aller dans cette filière ?» que j'aurais beaucoup aimé suivre. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie plus en économie. Des préjugés quand même à la con qui persistent. Donc c'est ça en fait qui t'a éloigné finalement de ton rêve d'enfant, d'écrivain, de journaliste et tout. Carrément. Juste parce qu'en fait à ce moment-là on t'a dit pars pas en L et pars en je sais pas ES, S. On m'avait dit S. Moi j'étais bon, on va faire un compromis. Du coup j'ai pris la filière ES. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça. C'est pas un jour je me suis réveillée en me disant tiens j'ai envie d'écrire. Je l'ai toujours su. C'est juste que je l'avais mis de côté parce que c'est pas ce qui était valorisé au final dans mon parcours quoi. Ok. Il y a quand même une question qui me brûle les lèvres avant que tu nous en racontes encore plus. C'est est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cet accrochage avec cette collègue et que ça s'était correctement passé, est-ce qu'aujourd'hui encore tu serais RH ? Est-ce que tu aurais eu le déclic finalement ou pas ? Ou pas tout de suite ou... Pas tout de suite, c'est sûr. Je sais pas si je peux dire non jamais, mais c'est sûr que je l'aurais pas eu tout de suite parce que je me souviens quand j'ai signé mon CDI, je me suis dit franchement je pense que je vais y rester toute ma vie. Ah oui, ok. J'étais pas du tout... je sais qu'on dit souvent que notre génération, on est plus à tester des nouvelles choses, etc. Moi, j'étais pas du tout dans cette dynamique. Je veux trouver l'emploi de ma vie. Donc, je pense pas que je me serais lancée là-dedans. J'ai bien fait de poser la question. C'est très intéressant, la réponse. Ok, donc tu savais que tu avais de toute façon une appétence pour l'écriture, etc. Ouais. Donc là, en fait, je tape sur Google comment vivre de l'écriture. Ok. Merci Google. C'est ça. Google qui sera donc clairement mon collègue de travail après. Mais... du coup, je tape ça et bien sûr, revient le métier de journaliste. Mais moi, je sors de 5 ans d'études. J'ai pas du tout envie de me relancer dans une école. Donc non. Et puis bref, de fil en aiguille, je découvre le métier de rédactrice web SEO que je connaissais pas du tout avant.
Et là, je me dis, bah... Je me permets quand même de rajouter rédactrice web SEO. SEO, c'est le référencement. Tu fais bien, oui. Mais parce qu'il y en a encore qui peuvent ne pas encore Carrément. connaître ce terme. Tout dépend, ils en sont dans l'entrepreneuriat ou même tout court dans leur vie. Donc voilà, c'est vraiment le référencement naturel d'un site internet, ce qui fait que sa position va augmenter progressivement, idéalement pour rechercher une première place sur Google. Voilà, pour la petite C'est précision. parfait. Je commence à regarder des vidéos YouTube de la personne en fait qui sera la personne qui gère l'organisme de formation que je vais choisir plus tard. Et puis je commence à découvrir ce métier qui me permet de vivre de l'écriture sans forcément refaire des études pendant des mois, des années, et a quand même un vrai potentiel parce que ça me permet d'aider les gens, d'aider les entreprises à être plus visibles, à attirer plus de clients. Et du coup, je retrouve un peu ce truc que j'arrivais pas vraiment à avoir en RH, qui était d'aider les gens d'une manière ou d'une autre. utilité. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est parfait. Ok. Voilà. Mais par contre, tu pars sans rupture conventionnelle ? C'est ça. Donc oui, sans aucun filet de sécurité, ça veut dire ? Oui, alors j'ai omis cette partie-là en effet, donc je démissionne sans filet de sécurité et vu mon tempérament, impossible de me lancer si j'ai pas un certain revenu derrière. Donc je retravaille en CDD dans plusieurs entreprises en RH. Ah oui, pendant peut-être 8 mois, quelque chose comme ça, pour ouvrir mes droits chômage et avoir ce fameux filet de sécurité. Ok. Et tu te formes pendant cette période-là ? Non, alors j'ai voulu, sauf que on était sur 20 heures d'investissement par semaine, donc en plus d'un temps plein, voilà. Si tu voulais plus avoir de vie perso, c'est ce qu'il fallait faire. C'était la solution. Ok. Donc, puis en plus, j'attendais ça depuis au final longtemps et j'avais envie de pouvoir m'y consacrer pleinement et pas de faire ça vite fait. Mais oui, c'est passé un sacré timing du coup. Ouais. Au final, j'ai quitté... Ça t'a permis pour le coup de bien penser ton projet. Et je pense que par contre, quand t'as démarré ta formation, t'étais certaine de vouloir faire ça. Clairement. Ouais, c'était au final un temps que j'avais pas prévu, mais un temps nécessaire, je pense, pour mûrir mon projet. Donc voilà, en fait, j'enchaîne ces CDD en RH, qui sont des expériences sympas, positives. Donc, qui te redonnent quand même une vision plus positive de la RH. Ouais, et qui peut-être à un moment donné me font douter de ce que je souhaite faire. Mais quand même, non, je me dis c'est mon projet, c'est le moment ou jamais. Donc au moment où je suis cette formation, je peux m'y consacrer à 100% et j'ai mon chômage derrière qui m'assure une sécurité. Ok. C'est combien de temps la formation ? 3 mois. Ok, donc au bout des 3 mois, tu commences du coup à avoir tes premiers clients. Comment ça se passe ? Oui, en gros, c'est ça. Parce que oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, je voulais pas du tout me lancer dans l'entrepreneuriat, mais que ce métier-là s'exerce à, je sais pas, 95%, non, j'ai pas de statistiques, mais majoritairement en freelance, en indépendant, et que les entreprises ne recrutent pas vraiment ce genre de profil en salarié. Donc en fait, c'est pour ça que t'en viens à l'entrepreneuriat. Ouais, c'était pas du tout un choix. Même quand j'ai choisi ce métier, c'était je veux écrire. Je veux être salariée. Mais voilà, je veux être salariée, et pour moi, c'était un frein, le fait de me dire il faut que je sois à mon compte, il faut que je me lance. J'ai jamais rêvé de ça, vraiment. T'as quand même cherché des structures ou pas ? Pas vraiment, parce que je trouvais vraiment peu d'offres d'emploi, peu de propositions salariées, donc je me suis vite dit ne te lance pas là-dedans si c'est pour te dire il faut absolument que je trouve le seul job salarié en France qui est proposé. Autant me dire que c'est pour l'entrepreneuriat, et j'avoue qu'avec tout ce temps de réflexion, j'ai été un peu séduite par l'idée en fait au fur et à mesure de me dire je vais être plus libre, j'aurai personne au-dessus de moi, ou en tout cas personne dans mon entourage professionnel qui va bloquer mes initiatives, en fait le fait là pour le coup de me retrouver seule dans mon entreprise, ça me rassurait beaucoup par rapport à l'expérience que j'avais t'avais eue. Ouais. Ok, et avec le recul, qu'est-ce que t'en dis de l'entrepreneuriat ? Je regrette pas du tout, vraiment. Je dis souvent que si je devais être de nouveau salarié, je le vivrais très très mal, je pense. Ah ouais ? Ouais. Pour plein de raisons, parce que j'aime bien être autonome, j'aime bien prendre mes décisions, j'aime bien tout contrôler. Enfin, là, pour le coup, j'aime bien être à la tête de mon bateau, quoi. Et puis, je pense que maintenant, j'ai cette peur de retomber sur des personnes avec qui ça se passerait mal. Et du coup, là, si je suis toute seule, je sais que ça n'arrivera pas, quoi. Ce que je trouve bien aussi avec l'entrepreneuriat, c'est que quoi qu'il arrive, t'es responsable de ce qui se passe, dans tes réussites et dans tes échecs. Et voilà, des fois, c'est aussi plus difficile à encaisser, mais à la fois, on est responsable, et ça veut dire que demain, on peut choisir d'avoir les clés
en tout cas aller chercher, mettre en place de nouvelles choses, etc., pour changer des choses qui ne fonctionneraient pas actuellement dans notre fonctionnement ou avec des clients, etc. Et ça offre vraiment une grande liberté. Alors, il faut faire attention de ne pas se faire coincer dans cette recherche de liberté, à du coup s'imposer des choses qu'on ne se serait pas imposées autrement. Mais au-delà de ça, je trouve que ça donne quand même effectivement ce sentiment de pouvoir être maître de notre vie, en fait. Ouais. Et puis, oui, quelque chose finalement que j'avais pas du tout recherché, une voie dans laquelle je me serais jamais orientée, une fois que j'y étais, je me suis dit, mais en fait, c'était ça, quoi. C'était ce qu'il me fallait, donc... Et donc, Cosmos Rédaction, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un petit instant promo. Oui. Et bien du coup, je travaille, comme je le disais, pour des entrepreneurs, des entreprises donc de toute taille. Et mon objectif, avant tout, c'est de les aider à être plus visibles en ligne grâce à des contenus qui leur ressemblent. Pour ceux qui connaissent un petit peu le référencement naturel, j'ai pas envie de proposer du contenu qui soit juste une liste de mots-clés, quelque chose d'illisible et d'indigeste pour les humains. J'ai vraiment envie que mon travail serve ce double objectif, c'est-à-dire refléter la personnalité de mes clients pour les aider à attirer les bonnes personnes et aussi les aider à être plus visibles en ligne via l'aspect référencement naturel. C'est clairement associer le storytelling à la technique, enfin en tout cas la construction des textes en respectant des principes SEO, quoi, tout simplement. Exactement. C'est plaire aux robots Google, mais plaire d'abord aux humains qu'il y a derrière. Mettre son focus juste sur l'un ou juste sur l'autre, c'est vraiment dommage. Clairement, et puis des fois, ça me fait mal au cœur pour des clientes que je peux avoir. Je dis des clientes parce que je travaille surtout avec des femmes qui en fait font un travail incroyable et leur site est invisible en fait. On ne peut pas les trouver sur Google et parfois elles en ont même pas conscience et je suis trop contente de pouvoir les aider à pouvoir développer leur activité, etc. grâce à mon travail et en pouvant écrire. Ça, c'est le bonus pour moi. Mais, voilà. Un beau bonus quand même. Oui, clairement. Julie, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on te trouve ? Comment est-ce qu'on te contacte ? Alors, vous pouvez me suivre et me retrouver sur Instagram, donc Cosmos Rédaction tout attaché. Et pour réserver un appel découverte avec moi ou avoir plus d'infos sur ce que je propose, vous pouvez me retrouver sur mon site cosmosredaction.com. Ok, super. Peut-être une dernière question que je voudrais te poser. C'est que dans tout ce parcours, qui a quand même été difficile parce qu'on ressentait vraiment quand tu le racontais aussi que tu t'en serais bien passé. Malgré tout, si c'était à refaire, je referais la même chose en réalité parce que, comme tu le disais, je pense que j'en serais vraiment pas là aujourd'hui si tout ça n'était pas arrivé. Et je le dis souvent à mes proches qu'au final, je suis hyper reconnaissante d'avoir traversé tout ça. Parce que même si, à ce moment-là, c'était très difficile pour moi, ça m'a aidé à... c'est un peu cliché, mais ça m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, si c'était à refaire, je referais pareil. Tu signes. Ouais. Merci beaucoup, Julie, pour cette intervention sur le podcast. J'étais vraiment très heureuse de t'accueillir. Bravo pour ce beau parcours. Bravo d'être arrivée à l'entrepreneuriat. Je trouve ça chouette, finalement, que tu sois arrivée sans jamais te dire que l'entrepreneuriat faisait partie de tes objectifs, en fait. Ouais, c'est vrai. Et finalement, aujourd'hui, c'est ta vie, quoi. C'est fou. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.